Je m'appelle Alay, j'ai 32 ans. Ma mère a levé les yeux au ciel à la seconde où je suis entré dans cette salle d'audience. Pas un roulement d'yeux subtil non plus. Le genre qui crie, et c'est reparti. Comme si j'étais l'inconvénient dans son récit de victime parfaitement élaboré. Mais alors, le juge Brennan s'est figé. Ses yeux sont passés des documents à mon visage, et j'ai vu la reconnaissance le frapper de plein fouet. « Attendez », dit-il lentement, en posant son stylo. « Ces allégations sont contre vous ? » Mes parents n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. Et honnêtement, c'était la meilleure partie. D'où nous regardez-vous aujourd'hui ? Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous, et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti invisible pour votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Alors, laissez-moi revenir 3 mois en arrière. Mon grand-père est mort. Le juge William Parker. 40 ans à la Cour suprême. L'homme qui m'a réellement élevé pendant que mes parents vivaient leur meilleure vie, prétendant que je n'existais pas. Ses funérailles étaient grandioses. Chaque juge, avocat et politicien de l'État s'est présenté pour lui rendre hommage. J'ai prononcé l'éloge funèbre. Mes parents étaient assis au dernier rang, sont arrivés en retard et sont partis avant la réception. Un comportement typique de Diane et Scott Morrison. Je ne les avais pas vus depuis plus d'une décennie, pas depuis mon 18e anniversaire, quand ma grand-mère est morte et qu'ils se sont montrés pendant exactement 90 minutes avant de disparaître à nouveau. Après le décès de grand-mère Hélène, il n'y avait plus que grand-père et moi. Il avait alors 73 ans, toujours vif, travaillant encore, s'assurant toujours que j'avais toutes les opportunités qu'il pouvait m'offrir. Voici le truc à propos de mes parents. Ma mère est tombée enceinte à 18 ans, a décidé que la maternité gênait son style de vie. Mon père était un joueur de hockey prometteur avec de grands rêves. Un bébé ne correspondait pas à l'image, alors ils ont fait ce que font les gens égoïstes. Ils m'ont déposé chez mes grands-parents quand j'avais 3 mois et ont pratiquement disparu. Oh, ils venaient 2 fois par an si les étoiles s'alignaient. À Noël et peut-être à mon anniversaire. Diane se présentait vêtue de vêtements de créateur, embrassait l'air près de ma joue et passait toute la visite à critiquer la façon dont grand-mère m'élevait. Trop douce, apparemment. Pendant ce temps, Scott évitait complètement ses visites parce que grand-père lui reprochait d'être un bon à rien. Alors, je regardais mon père à la télévision à la place. Chaque fois que les Bruins jouaient, grand-père mettait le match. Pas parce qu'il s'intéressait au hockey, mais parce qu'il voulait que je sache que mon père existait quelque part, même s'il choisissait de ne pas exister dans ma vie. Je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit, cependant. Grand-mère Hélène et grand-père William m'ont tout donné. Le véritable amour, celui qui est présent. Ils étaient à chaque pièce de théâtre de l'école, à chaque match de soccer, à chaque concours de débat. Ils étaient mes parents de toutes les manières qui comptent vraiment. Quand grand-mère est morte subitement d'un accident vasculaire cérébral, j'ai cru que mon monde s'était écroulé. J'avais 18 ans, sur le point de commencer l'université, et la femme qui m'avait élevé n'était tout simplement plus là. Grand-père nous a portés tous les deux à travers ce deuil. Et quelque part dans cette obscurité, il a commencé à me parler vraiment de son travail, de la justice, de l'utilisation responsable du pouvoir. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de suivre ses traces. J'ai été diplômé major de ma promotion de la faculté de droit. Grand-père était là, rayonnant. Mes parents ont envoyé une carte. Grand-père a utilisé son influence considérable pour m'aider à décrocher un poste de procureur. J'ai gravi les échelons rapidement. Il s'est avéré que j'étais vraiment doué pour ça. À 30 ans, je traitais des affaires très médiatisées, des crimes financiers complexes, de la corruption, des choses qui faisaient la une des journaux. Mes parents n'en avaient aucune idée. Ils pensaient que je travaillais probablement dans un bureau ennuyeux, s'ils pensaient à moi tout court. Grand-père a pris sa retraite quand j'avais 27 ans. Il disait qu'il avait fait sa part. Mais en réalité, il voulait passer du temps avec moi tant qu'il le pouvait. Nous dînions ensemble tous les dimanches. C'était sacré. Il m'a tout appris sur la lecture des gens, la stratégie au tribunal, le maintien de l'intégrité quand tout le monde autour de vous est compromis. Quand il est mort à 87 ans, paisiblement dans son sommeil, j'ai senti ce vide familier revenir. Mais cette fois, je n'étais pas une jeune fille perdue de 18 ans. J'avais 32 ans, et j'étais devenue exactement celle qu'il m'avait élevée à être. La lecture du testament a eu lieu une semaine plus tard. Je m'attendais peut-être à quelques livres, sa montre, des objets personnels.
Ce que j'ai eu, c'est tout. La maison, le portefeuille d'investissement, les économies, l'assurance vie, 3 millions de dollars. Tout ce qu'il avait passé des décennies à construire, il me l'a laissé avec une disposition très spécifique dans une lettre scellée. Ma très chère Allais, commençait-elle. Tu lis ceci parce que je suis parti. Mais mon amour pour toi continue. Tu es la plus grande joie de ma vie. Je te laisse tout parce que tu l'as mérité. Pas par le sang, bien que tu sois de mon sang. Mais en étant présente, en m'aimant, moi et ta grand-mère, quand d'autres ne pouvaient pas prendre la peine. Tes parents ont fait leur choix il y a longtemps. Ceci est le mien. Sois forte, ma fille. J'ai pleuré en lisant cela. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de validation. L'avocat m'a tendu une autre enveloppe. De la documentation. Des relevés bancaires montrant que grand-père donnait 3000 $ par mois à Diane, depuis ma naissance, pendant plus de 20 ans. Plus de 800 000 $ au total. Des courriels d'elle demandant plus. Des textos promettant de venir puis annulant. Des lettres de Scott demandant de l'argent pour des entreprises commerciales ratées. Une trace écrite de leur négligence et de leur cupidité. Votre grand-père avait anticipé qu'il pourrait contester cela, a dit l'avocat. Il voulait que vous soyez armés de preuves. Homme intelligent. Parce qu'exactement 30 jours plus tard, mon avocat a appelé. Diane et Scott avaient intenté une action en justice pour influence indue, affirmant que grand-père était incompétent, que j'avais manipulé un vieil homme, qu'il méritait leur part. J'ai ri, en fait. J'étais au tribunal en train de poursuivre une affaire de fraude sur les valeurs mobilières quand j'ai reçu le message. L'ironie. Il supposait que j'étais encore ce bébé abandonné, que je serais facile à intimider. Il n'avait aucune idée que j'avais passé la dernière décennie à poursuivre des gens qui se croyaient au-dessus de la loi. Il n'avait aucune idée que leur beau-père m'avait préparé pour ce moment précis. Et il n'avait certainement aucune idée de qui était le juge Marcus Brennan. Ce qui nous ramène à cette salle d'audience. Ce moment de reconnaissance. Le juge Brennan avait été le greffier de grand-père il y a 23 ans avant de devenir juge lui-même. Il savait exactement qui j'étais. Il savait que j'étais un procureur principal. Il savait ce que grand-père signifiait pour moi. Et il savait que les personnes qui me poursuivaient étaient les mêmes personnes qui ne pouvaient pas prendre la peine de rendre visite à un homme mourant. L'avocat de ma mère s'est levé, un type nommé Richard Palmer qui se spécialisait dans l'exploitation des arguments émotionnels lorsque les faits n'étaient pas de son côté. Votre honneur, avant de continuer, je dois divulguer que j'ai eu une relation professionnelle avec le juge Parker. Si l'une des parties s'oppose à ce que j'entende cette affaire, qu'elle parle maintenant. J'ai regardé Palmer chuchoter frénétiquement avec mes parents. Diane avait l'air nerveuse. Scott avait l'air agacé. Finalement, Palmer s'est levé. Aucune objection, votre honneur. Grosse erreur. Le juge Brennan a hoché la tête. Alors procédons, monsieur Palmer. Votre déclaration liminaire. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Grandir dans la maison de mes grands-parents, c'était comme vivre dans un univers complètement différent de celui que mes parents habitaient. Et honnêtement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mon plus ancien souvenir, c'est d'avoir 4 ans, debout sur un tabouret dans la cuisine de grand-mère, en train de faire des biscuits aux pépites de chocolat. Elle me laissait mettre beaucoup trop de pépites de chocolat. Elle ne s'énervait jamais, elle riait simplement et disait que les meilleurs biscuits avaient un supplément d'amour et un supplément de chocolat. Grand-père rentrait à la maison, portant parfois encore sa robe de juge, me soulevait, de la farine dans les cheveux et tout, et me demandait comment s'était passée ma journée comme si j'étais la personne la plus fascinante au monde. Je lui parlais des fourmis que j'avais trouvées ou du dessin que j'avais fait, et il écoutait comme si je présentais des arguments oraux devant la Cour suprême. Ils n'ont jamais dit de mal de mes parents devant moi, pas une seule fois. Quand je demandais pourquoi maman et papa ne vivaient pas avec nous, grand-mère disait qu'ils étaient occupés par des choses importantes. J'ai cru cela pendant des années. Les enfants croient ce qu'on leur dit quand les personnes qui le leur disent sont gentilles. Mais je n'étais pas stupide. Je remarquais des choses, comme le fait que les parents des autres enfants venaient aux événements de l'école et pas les miens. Comment les amis parlaient de soirées de jeux en famille alors que je passais ces moments avec des gens qui se couchaient à 20 h. Comment les cartes d'anniversaire de Diane et Scott arrivaient avec des semaines de retard avec des messages si génériques qu'ils auraient pu être écrits à n'importe qui. La première fois que j'ai vraiment compris que quelque chose n'allait pas, j'avais 7 ans. Concert de Noël à l'école.
J'avais un solo, 3 lignes entières dans « Rodolphe ». J'ai répété pendant des semaines. Grand-mère et grand-père étaient assis au premier rang. Grand-père avec sa caméra vidéo. Grand-mère avec des fleurs de son jardin. Après le concert, j'ai vu mon amie Emma avec ses 2 parents en train de prendre des photos, de se faire des câlins. J'ai regardé mes grands-parents et j'ai demandé pourquoi ma maman et mon papa n'étaient pas venus. Le visage de grand-mère a fait cette chose où elle a essayé de sourire, mais ses yeux étaient tristes. Ils voulaient venir, ma chérie. Ils n'ont tout simplement pas pu cette fois. Mais je l'avais entendu au téléphone la semaine précédente, appelant Diane à propos du concert. Le silence à l'autre bout, l'excuse de la fête de Noël de l'équipe de Scott. J'ai appris à ne plus poser de questions après ça. Grand-père m'a appris à jouer aux échecs quand j'avais 8 ans. Nous passions les dimanches après-midi devant l'échiquier, lui m'expliquant la stratégie, m'apprenant à penser 3 coups à l'avance. Il ne m'a jamais laissé gagner, ce qui m'a agacé au début. Mais quand je l'ai finalement battu légitimement à 12 ans, il était si fier qu'il a appelé tout le monde qu'il connaissait. Grand-mère m'a appris le jardinage. Nous avions notre propre section dans le jardin. Tomates, poivrons, herbes, fleurs. Elle m'a montré comment savoir quand la terre avait besoin d'eau, comment la patience et des soins constants créaient de belles choses. Je n'ai réalisé que plus tard qu'elle m'apprenait la vie, pas seulement les plantes. Ils sont venus à chaque match de soccer, à chaque récital de danse, à chaque tournoi de débat. Grand-père dégageait son emploi du temps, peu importe l'affaire qu'il entendait. Grand-mère préparait des collations élaborées et des pancartes avec mon nom. Ils applaudissaient plus fort que tous les autres parents. Avant, j'étais gêné par leur enthousiasme. Maintenant, je donnerais n'importe quoi pour entendre la voix de grand-père crier depuis la ligne de touche une fois de plus. Diane et Scott faisaient leurs apparitions obligatoires. 2 fois par an, comme une horloge. Parfois, ils arrivaient avec des cadeaux coûteux qui ressemblaient plus à des obligations qu'à de l'attention. Des vêtements de créateurs que je ne porterais jamais. Des appareils électroniques dont je n'avais pas besoin. Des choses qui disaient, nous avons dépensé de l'argent, donc nous avons rempli notre devoir. Je me souviens d'un Noël quand j'avais 10 ans. Diane est arrivée avec un manteau de fourrure et des boucles d'oreilles en diamant, au téléphone tout le temps, me regardant à peine en me tendant une boîte emballée. À l'intérieur se trouvait une tablette. J'en avais déjà une de grand-père. Quand j'ai essayé de le lui dire, elle a fait un geste de la main dédaigneux. Eh bien, maintenant tu en as 2. Donnant une à un ami. Peu importe. Grand-mère a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a rien dit. Elle s'est juste approchée, a mis son bras autour de moi et a suggéré que nous allions voir les biscuits. Dans la cuisine, elle m'a serré fort dans ses bras. Certaines personnes montrent leur amour avec des cadeaux. D'autres montrent leur amour en étant présentes. Les 2 sont valables, mais l'une compte plus que l'autre. Scott était encore pire. Il évitait d'entrer. Il restait dans la voiture, klaxonnant jusqu'à ce que Diane sorte. Les rares fois où grand-père l'a convaincu d'entrer, on aurait pu couper la tension au couteau. Grand-père n'avait aucun respect pour lui. C'était évident, et Scott le savait. Je me souviens d'avoir 12 ans et de les avoir entendus se disputer. Scott avait déposé Diane après une visite. Grand-père l'a accueillie à la porte. Un jour, cette fille sera grande, a dit grand-père de cette voix calme qui signifiait qu'il était vraiment en colère. Et elle se souviendra de qui était là pour elle. Tu as encore le temps de changer ce dont elle se souviendra. Scott a ri. Il a vraiment ri. Gardez votre sermon, votre honneur. Diane et moi allons bien. On s'occupe de Haley. C'est ce qui compte. On s'occupe d'elle, a répété lentement grand-père. C'est ça que vous pensez être la parentalité? Signer des chèques? C'est plus que ce que vous avez fait pour Diane, a rétorqué Scott. Mauvaise chose à dire. Le visage de grand-père s'est durci. J'ai élevé ma fille. J'étais à chaque match, chaque récital, chaque moment. Elle a choisi d'abandonner la sienne. N'osez pas suggérer que je suis l'échec ici. Scott est parti. Il n'a plus jamais essayé d'entrer. En vieillissant, les visites sont devenues encore plus tendues. Diane venait seule la plupart du temps. Scott était occupé par des entreprises commerciales ratées, trop occupé pour voir sa fille unique. J'ai arrêté de m'en soucier vers 15 ans. À ce moment-là, j'avais accepté la réalité.
Ils n'étaient pas mes parents. C'étaient juste des gens avec qui il se trouvait que je partageais de l'ADN. J'avais de bons résultats à l'école. De très bons résultats. Grand-père examinait mes bulletins comme s'il s'agissait de mémoire de la Cour suprême. Des appartous me valaient un dîner dans mon restaurant préféré. Gagner des tournois de débat me valait des voyages à Washington pour assister à des plaidoiries à la véritable Cour suprême. Il rendait l'éducation importante. Quand j'ai été admise à l'université de Boston avec une bourse d'études complète, grand-mère a pleuré de joie. Diane a envoyé un texto. Bon travail. 2 mots. C'était tout. L'université a été ma première fois loin de mes grands-parents. J'appelais tous les dimanches sans faute. Grand-mère me parlait de son jardin, des voisins, de choses banales qui semblaient importantes parce qu'elle se souciait assez pour les partager. Grand-père me posait des questions sur les cours, les professeurs, si j'étais assez mise au défi. En 2e année, grand-mère a eu son accident vasculaire cérébral, massif et soudain. Elle plantait des bulbes de tulipes quand c'est arrivé. La voisine l'a trouvé. J'ai reçu l'appel de grand-père pendant un cours. Sa voix était si petite, si brisée. Elle est partie, allez. Elle est partie. J'ai conduit jusqu'à la maison cette nuit-là, 6 heures d'affilée, pleurant tout le long. Quand je suis arrivé, grand-père était assis dans son jardin dans le noir, tenant les bulbes de tulipes qu'elle n'avait jamais fini de planter. Je me suis assise à côté de lui. Nous n'avons rien dit, nous sommes juste restés assis là ensemble jusqu'à ce que le soleil se lève. Diane est venue aux funérailles. Scott aussi. Ils sont restés pour la cérémonie et sont partis immédiatement après. N'ont pas aidé avec les arrangements. N'ont pas aidé grand-père à trier les affaires de grand-mère. Ils se sont juste montrés assez longtemps pour être vus et ont disparu à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de leur trouver des excuses. C'est à ce moment-là que j'ai accepté que certaines personnes sont fondamentalement égoïstes. Grand-père et moi avons appris à vivre sans elles. Ce n'était pas la même chose. Ça ne le serait jamais. Mais nous avions l'un l'autre. Ces dîners du dimanche sont devenus sacrés. Parfois, il cuisinait, généralement des sandwichs au fromage grillé. Parfois, je cuisinais, expérimentant les recettes de grand-mère. Parfois, nous commandions une pizza et mangions dans la boîte en regardant de vieux films. La vraie valeur n'était pas la nourriture, c'était la conversation. Il a commencé à me parler de son travail comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Des affaires qui le hantaient. Des décisions qui le tenaient éveillé. Le poids de savoir que votre jugement pouvait changer la vie entière de quelqu'un. La loi est censée être aveugle, a-t-il dit un dimanche devant un plat chinois à emporter. Mais les gens qui l'interprètent ne le sont pas. Nous apportons nos expériences, nos préjugés, notre humanité à chaque décision. L'astuce est de savoir quand votre humanité vous rend plus juste et quand elle vous rend partial. J'ai bu chacune de ces paroles. Tu seras juge un jour, m'a-t-il dit une fois. J'avais 23 ans, j'avais à peine le temps de suivre mes études de droit. Mais il était sérieux. Tu as cette chose qui ne s'enseigne pas. L'intégrité. La capacité de voir ce qui est juste même quand ce n'est pas facile, même quand ça te coûte quelque chose. Après la mort de grand-mère, quelque chose de fondamental a changé entre grand-père et moi. Nous sommes devenus des partenaires de survie. 2 personnes qui comprenaient la perte et choisissaient de la porter ensemble plutôt que seules. La maison semblait plus vide sans elle, mais jamais solitaire parce que nous la remplissions de souvenirs et de conversations. Et de cette compréhension tacite que nous étions tous ceux qui nous restaient l'un à l'autre. La faculté de droit était brutale, mais j'ai adoré ça. Chaque nuit passée à étudier, chaque procès fictif, chaque moment où je voulais abandonner, je pensais à grand-père, à l'héritage qu'il construisait, non seulement dans les salles d'audience, mais en moi. J'ai été diplômé avec la mention « summa cum laude ». Il était au premier rang, enregistrant tout. Mes parents n'étaient pas là. Ils ont envoyé une carte. J'avais cessé d'être surprise par leur absence des années auparavant. Décrocher le poste de procureur juste après la faculté de droit, c'était grâce à grand-père, bien que je ne le sache pas à l'époque. Je pensais l'avoir mérité uniquement sur le mérite. De solides recommandations, de bonnes notes, un entretien impressionnant. J'ai découvert plus tard qu'il avait passé des appels, s'était porté garant de moi personnellement, avait promis que je ne gâcherais pas l'opportunité. Je ne l'ai pas fait. J'ai travaillé plus dur que n'importe qui dans ce bureau, je suis resté tard, je suis arrivé tôt,
j'ai pris des affaires que d'autres procureurs évitaient parce qu'elles étaient trop complexes ou politiquement sensibles. Dès ma deuxième année, je traitais des affaires majeures, fraude financière, corruption politique, criminalité en col blanc nécessitant des semaines d'examen de documents. Je me suis rapidement fait une réputation, minutieuse, préparée, implacable. Le travail m'a consumé. Les semaines de 70 heures étaient normales. Je vivais de café, de plats à emporter et de la satisfaction de voir des coupables faire face aux conséquences. Ma vie personnelle était inexistante. Pas de rendez-vous galants, pas de verre avec des collègues, pas de temps pour autre chose que le travail et les dîners du dimanche avec grand-père. Ces dîners sont restés sacrés. Peu importe à quel point j'étais épuisé, je venais, et il n'en manquait jamais un non plus, même quand il avait 80 ans et se déplaçait plus lentement. Diane a appelé une fois pendant cette période. J'avais 28 ans. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. Elle voulait de l'aide pour un problème juridique de Scott, un différend commercial. J'ai demandé comment elle avait eu mon numéro. Elle a dit que grand-père le lui avait donné. Note mentale pour discuter des limites. Puis je lui ai dit que j'étais procureur pénal, pas avocate en droit civil. Et même si je ne l'étais pas, je n'aiderais Scott pour rien au monde. Elle m'a traité d'ingrate. J'ai raccroché. Grand-père s'est excusé plus tard. Elle m'a acculé, a commencé à pleurer en disant que sa fille ne voulait plus lui parler. J'aurais dû être plus méfiant. Je n'étais pas en colère. Diane était douée pour la manipulation. Elle l'avait toujours été. Ce n'est pas grave, mais s'il te plaît, ne lui donne plus d'informations sur ma vie. Elle a perdu le droit de savoir ces choses il y a longtemps. Quand j'ai eu 30 ans, grand-père m'a organisé une petite fête d'anniversaire à la maison. Juste ses amis les plus proches, des gens que j'avais connus en grandissant. Le juge Marcus Brennan était là. Il avait été le greffier de grand-père 23 ans plus tôt, avant de devenir lui-même un juge respecté. Nous avons longuement parlé cette nuit-là de la loi, d'affaires intéressantes, du maintien de l'éthique dans un système qui récompensait souvent le compromis. Votre grand-père parle constamment de vous, m'a-t-il dit. Il est incroyablement fier de ce que vous êtes devenu. Ma gorge s'est serrée. Grand-père exprimait rarement sa fierté directement à moi. Mais savoir qu'il le disait aux autres signifiait tout. Il m'a sauvé, ai-je dit doucement. Lui et ma grand-mère. Ils m'ont tout donné. Le juge Brennan a hoché la tête. Il m'a parlé de vos parents, de la façon dont ils vous ont quitté. Je suis désolé que vous ayez traversé cela. Ne le soyez pas, ai-je répondu. S'il m'avait élevé, je serais probablement une personne complètement différente, et pas meilleure. Avec le recul, je ne pense pas avoir pleinement apprécié à quel point grand-père a sacrifié pour m'élever. Il avait 55 ans quand je suis venu vivre avec lui de manière permanente, un âge où la plupart des gens prévoient des années plus faciles. Au lieu de cela, il a eu un nourrisson, puis un bambin, puis une adolescente maussade. Il ne s'est jamais plaint. Il a juste été présent chaque jour et m'a aimé. Diane lui en voulait pour ça. Je sais qu'elle lui en voulait. Elle voyait notre relation et se sentait menacée d'une manière ou d'une autre. Comme si l'amour de grand-père pour moi signifiait qu'il l'aimait moins, elle. Elle n'a jamais pu comprendre que l'amour ne fonctionne pas de cette façon. On n'a pas à choisir. On peut aimer sa fille et sa petite-fille. On peut être déçu par l'une tout en étant fier de l'autre. Mais Diane avait besoin d'être la victime dans chaque histoire. Ses parents sont morts quand elle avait 8 ans, alors elle a été envoyée loin. Elle est tombée enceinte jeune, alors elle était piégée. Elle a dû me laisser avec ses parents, alors elle était persécutée. Ce n'était jamais sa faute, jamais sa responsabilité, toujours l'échec de quelqu'un d'autre qui la forçait à agir. Avant, j'avais pitié d'elle quand j'étais plus jeune et que j'espérais encore qu'elle pourrait devenir la mère que je voulais. Mais vers 25 ans, cette pitié s'est durcie en acceptation. Elle était ce qu'elle était. Elle n'allait pas changer, et je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Grand-père a pris sa retraite quand j'avais 27 ans. 40 ans sur le banc des juges. C'était un événement majeur. Couverture médiatique, fête de départ à la retraite, hommage de toutes les organisations juridiques de l'État. Il était reconnaissant pour tout cela, mais je sentais qu'il était prêt. Prêt à cesser de porter les problèmes des autres. Prêt à être simplement une personne au lieu d'une institution. Nous avons parlé de voyages, Italie, Irlande, Alaska. Il avait toute une liste, mais sa santé a commencé à décliner lentement.
Rien de dramatique. Juste 82 années qui s'accumulaient. Fatigue, douleur, mouvement plus lent. Il ne se plaignait pas, mais je le remarquais. J'ai commencé à lui rendre visite plus souvent, pas seulement le dimanche. Les soirs de semaine aussi. J'apportais le dîner, m'assurais qu'il prenait ses médicaments. Il a protesté au début. Disait que je le traitais comme s'il était sans défense. Mais je savais qu'il appréciait. La maison était si calme sans grand-mère, sans travail pour remplir ses journées. Il avait besoin de quelqu'un à qui parler. Nous passions des soirées à parler de tout et de rien. De politique, de vieilles affaires, des gens que nous connaissions. Parfois, nous restions assis dans un silence confortable, lui lisant, moi examinant des dossiers. Être ensemble suffisait. Tu sais, a-t-il dit un soir, t'élever a été le plus grand privilège de ma vie. J'ai levé les yeux de mes papiers. Son expression était douce, mélancolique. Je le pense vraiment. Ta grand-mère et moi avons pu être parents 2 fois. D'abord avec Diane, puis avec toi. Et honnêtement, la 2e fois était meilleure. Peut-être parce que nous étions plus âgés et plus sages. Peut-être parce que nous savions à quelle vitesse ça passe. Ou peut-être parce que tu étais simplement une enfant extraordinaire qui rendait l'amour facile. J'ai senti les larmes monter. Toi et grand-mère m'avez sauvé. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si vous n'étiez pas intervenu. Il a secoué la tête. Nous ne t'avons pas sauvé, allez. Nous t'avons juste aimé. Tu t'es sauvé toi-même. Tu as décidé qui tu voulais être malgré tout. C'était entièrement toi. Ces conversations sont ce qui me manque le plus. Ce sentiment d'être complètement connu et complètement accepté. Avoir quelqu'un qui croyait en moi inconditionnellement. Peu de gens ont cela ne serait-ce qu'une fois. Je l'ai eu 2 fois. Quand Diane l'appelait occasionnellement, il était toujours cordial. Il ne disait jamais de mal d'elle devant moi. Mais je pouvais entendre la déception après ses appels. La tristesse que sa fille soit devenue quelqu'un qu'il reconnaissait à peine. Quelqu'un qui n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Généralement de l'argent. Il le donnait à chaque fois. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce qu'il était son père et ne pouvait s'en empêcher. Je lui ai demandé une fois pourquoi il continuait à lui envoyer de l'argent. Elle l'utilise juste pour des choses stupides. Elle ne l'apprécie pas. Il a soupiré. Je sais, mais elle est toujours ma fille. Et j'ai encore l'espoir qu'un jour peut-être elle comprendra ce qui compte vraiment. Ce n'est pas l'argent, allez. C'est l'espoir. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a profité de la générosité familiale sans rien donner en retour? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. La déclaration liminaire de Palmer était un chef-d'œuvre de fiction. Et écoutez, j'ai poursuivi assez de menteurs pour reconnaître le talent quand je le vois. Cet homme était bon. Il a dépeint Diane comme cette fille dévouée, cruellement séparée de son père aimant par des grands-parents manipulateurs qui ont empoisonné la relation. Il m'a décrite comme calculatrice, quelqu'un qui a isolé un homme âgé et s'est positionné comme sa seule soignante pour s'assurer un héritage. Le juge Parker souffrait d'un profond chagrin après avoir perdu sa femme de 60 ans, a argumenté Palmer, sa voix dégoulinant de sympathie synthétique. Il était vulnérable, déprimé, et la défendresse a exploité cette vulnérabilité. Elle l'a manipulé pour lui faire croire qu'elle était la seule à s'en soucier. Ce testament ne reflète pas les véritables souhaits du juge Parker. Il reflète la campagne calculée de Haley Morrison pour hériter de sa fortune. J'ai gardé un visage neutre, mais à l'intérieur, je cataloguais chaque distorsion pour le contre-interrogatoire à venir. Thomas s'est levé pour notre ouverture. Il n'avait pas besoin de drame. Les faits étaient suffisamment accablants. Votre honneur, cette affaire est simple. Le juge Parker était brillant, prudent et intentionnel. Il a laissé sa succession à la personne qui l'a méritée par 32 ans d'amour et de présence constant. La preuve montrera que les plaignants ont reçu plus de 800 000 $ de sa part de son vivant tout en maintenant à peine le contact. Pendant ce temps, Haley Morrison était présente chaque jour. Le juge Brennan a regardé Palmer. Appelez votre premier témoin. Le plaignant appelle Diane Morrison. Ma mère s'est levée, lissant sa robe noire conservatrice. Elle s'était habillée pour la sympathie. Maquillage minimal, cheveux tirés en arrière. Elle ressemblait à la fille en deuil. Presque convaincante si on ne savait pas mieux.
Elle a prêté serment et s'est assise. Palmer s'est approché avec une douceur étudiée. Madame Morrison, décrivez votre relation avec votre père. La voix de Diane a vacillé. Il était tout pour moi, mon héros. Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans, lui et ma grand-mère m'ont recueilli, m'ont élevé, m'ont donné un foyer. Vrai jusqu'à présent. Mais des omissions commodes allaient suivre. Et quand vous avez eu Haley, quelle a été l'implication de votre père? Il était si excité d'être grand-père, a dit Diane, s'épongeant les yeux. D'où venait ce mouchoir? Le portait-elle spécifiquement pour cette performance? Il voulait t'aider. J'étais si jeune, juste 18 ans, encore en train de chercher ma voie. Quand il a proposé de garder Haley pendant que Scott et moi nous établissions, je pensais que c'était temporaire. Temporaire. Une tournure intéressante. Palmer a hoché la tête avec sympathie. Mais c'est devenu permanent? Oui, a dit Diane, la voix brisée. Ils l'ont gardé. Ils ont fait croire que Scott et moi étions de mauvais parents parce que nous voulions des carrières. Ils m'ont fait me sentir coupable chaque fois que je ne pouvais pas venir. Ils ont monté ma fille contre moi. J'ai gardé une expression vide, mais mentalement, je déchiquetais chaque mot. Thomas m'a jeté un coup d'œil. J'ai fait un léger signe de tête. J'allais bien. Laissez-la s'enfoncer davantage. Après le décès de votre mère, votre relation avec votre père a-t-elle changé, a poursuivi Palmer. Il s'est replié sur lui-même, a dit Diane. Est devenu froid. M'a en quelque sorte reproché de ne pas être assez là. Mais j'ai essayé. J'ai appelé. Je suis venu quand je le pouvais. Il m'a repoussé et a tenu à aller plus près. Le juge Brennan prenait des notes, son expression illisible. Quand avez-vous appris l'existence du testament? Après les funérailles, a dit Diane. J'étais en deuil, et puis j'ai découvert qu'il ne m'avait rien laissé. A coupé le soutien mensuel qu'il me donnait. A tout donné à Haley. J'étais dévasté. C'était comme un rejet final. Palmer s'est tourné vers le juge. Nous soutenons que le juge Parker a été indûment influencé par la défenderesse, qu'elle l'a isolé, l'a manipulé quand il était vulnérable. Ce testament ne reflète pas ses véritables intentions. Thomas s'est levé. Objection. Le conseil témoigne. Objection retenue, a dit le juge Brennan. Posez des questions, monsieur Palmer. Pas d'autres questions. Le juge Brennan a regardé Thomas. Contre-interrogatoire? Oui, votre honneur. Thomas s'est levé et s'est approché de ma mère sans sourire. Professionnel, direct, mortel. Madame Morrison, vous aviez 18 ans quand Haley est née? Oui. Et vous l'avez volontairement laissée à vos parents quand elle avait 3 mois. Ce n'était pas comme si. Oui ou non? Oui, mais... Merci. Thomas a sorti un grand calendrier. Votre père tenait des registres méticuleux. Selon ceux-ci, vous êtes venu 4 fois la première année de Haley. À Noël, à Pâques, à son premier anniversaire, et un samedi au hasard en juillet. Est-ce exact? Le visage de Diane est devenu rouge. J'avais beaucoup de choses à gérer. J'étais jeune. J'essayais de soutenir la carrière de Scott. Bien sûr. Parlons-en. Votre mari était un joueur de hockey professionnel qui gagnait beaucoup d'argent. Correct? Oui. Selon les déclarations de revenus, il a gagné plus de 2 millions de dollars pendant sa carrière. Pourtant, vous aviez encore besoin d'une aide financière mensuelle de votre père? Nous avions des dépenses. Des dépenses que 2 millions de dollars ne pouvaient pas couvrir? Thomas a sorti des relevés bancaires. Votre père vous a donné 3 000 dollars par mois, depuis la naissance de Haley, pendant plus de 20 ans. Cela fait plus de 800 000 dollars, Madame Morrison. À quoi a servi cet argent? Palmer s'est levé. Objection. Pertinence. Les plaignants affirment qu'ils méritent une part de la succession. J'établis ce qu'ils ont déjà reçu, a argumenté Thomas. Objection rejetée. Répondez à la question. Diane s'est agitée mal à l'aise. Dépenses courantes, loyer, nourriture, choses normales. Avez-vous travaillé pendant cette période? Occasionnellement. Des emplois dans la vente au détail. Et votre mari?
Il a essayé plusieurs entreprises après la fin du hockey. Essayé, a répété Thomas. Un bar sportif qui a duré 11 mois, une entreprise de coaching avec 0 client, une boutique de souvenirs qui a fait faillite en 2 ans. Chaque fois qu'une a échoué, votre père a donné de l'argent supplémentaire en plus de l'allocation mensuelle. Correct? Il voulait t'aider, a dit faiblement Diane. Il voulait vous aider à devenir indépendant, a corrigé Thomas. Mais vous êtes devenu dépendant à la place. Au cours des 10 dernières années de sa vie, combien de fois avez-vous vu votre père? Je ne sais pas. Plusieurs fois. Thomas a sorti un autre document. Selon son calendrier, 8 fois en 10 ans. Moins d'une fois par an. La salle d'audience était silencieuse. Et vous appelez cela le comportement d'une fille dévouée? J'étais occupé. J'avais ma propre vie, a protesté Diane. Votre propre vie, a fait l'écho Thomas. Cela incluait-il de l'appeler pour son anniversaire? Silence. Je prends ça pour un nom. La fête des pères? Noël? Des cartes? Des cadeaux? Parfois, a chuchoté Diane. Parfois. Madame Morrison, quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois avant sa mort? Long silence. Je ne me souviens pas exactement. C'était son 84e anniversaire. 3 ans avant sa mort. Vous êtes venu pendant 90 minutes, parti avant le gâteau. Vous ne l'avez pas revu avant les funérailles, correct? Je crois que oui. Oui. Thomas a laissé cela s'imprégner. Une dernière question. Vous avez témoigné que votre père vous a repoussé après la mort de votre mère, mais n'est-il pas vrai que vous avez cessé de venir quand il a arrêté de vous donner de l'argent supplémentaire en plus de l'allocation mensuelle? Ce n'est pas quand il a pris sa retraite et vous a dit que les paiements mensuels continueraient mais que les fonds supplémentaires s'arrêteraient. Vous êtes venu exactement 0 fois au cours des 3 années suivantes. Vrai ou faux? Il était en colère contre moi. Ou vous n'aviez plus besoin de lui, a dit doucement Thomas. Pas d'autres questions. Scott a pris la barre ensuite et a réussi à paraître encore moins investi que d'habitude. Il gigotait dans son costume comme un enfant forcé d'aller à l'église. Palmer a commencé avec des questions faciles. Monsieur Morrison, décrivez votre relation avec le juge Parker. On s'entendait bien, a dit Scott. Traduction, il se tolérait pendant environ 90 secondes à la fois. On ne se voyait pas beaucoup à cause du hockey, beaucoup de voyages, mais je le respectais. Le respectais. C'est riche, venant de quelqu'un qui a évité d'entrer dans la maison de cet homme pendant 2 décennies. Palmer l'a guidé à travers le même récit de victimes. Comment ils ont essayé d'être impliqués, comment grand-père a rendu les choses difficiles, comment ils se sont sentis exclus. Scott était moins convaincant que Diane. Il n'arrêtait pas de regarder l'horloge comme s'il avait mieux à faire. C'était un inconvénient. C'était évident pour tout le monde. Le contre-interrogatoire de Thomas a été chirurgical. Monsieur Morrison, vous avez dit que vous vouliez être impliqué dans la vie de Haley. Oui. À combien de ces événements scolaires avez-vous assisté? Scott a cligné des yeux. Je ne sais pas. Plusieurs. Pouvez-vous en nommer un? Silence. Scott a regardé Palmer, qui ne pouvait pas l'aider. Je voyageais beaucoup. Votre carrière de hockey a pris fin quand Haley avait 8 ans. Après cela, vous viviez à 2 heures de distance. À quelle fréquence la voyez-vous? Nous avions des visites. Combien, a insisté Thomas. Je demande un nombre. Je ne me souviens pas exactement. Seriez-vous surpris d'apprendre que, selon le souvenir de Haley, vous êtes entré dans la maison du juge Parker moins de 5 fois en 24 ans? Que vous restiez principalement dans la voiture? La mâchoire de Scott s'est crispée. Cette maison était tendue. Le juge Parker ne m'aimait pas. Pourquoi ne vous aimait-il pas? Je ne sais pas. Il était moralisateur. Ou peut-être, a dit Thomas, sortant d'autres documents, qu'il vous a jugé pour avoir abandonné votre fille et lui avoir ensuite demandé de l'argent quand vos entreprises ont échoué. Parlons de ces échecs. 3 entreprises, 3 faillites. Chaque fois, vous avez demandé une aide financière au juge Parker, correct? Il a offert. Après que vous ayez demandé, a interrompu Thomas. Et il vous a donné de l'argent bien qu'il vous tolère à peine. Pourquoi? Parce qu'il aimait sa fille et voulait l'aider.
Même quand elle a épousé quelqu'un qu'il ne respectait pas, même quand cette personne n'a jamais été présente pour sa petite fille. Et maintenant, vous prétendez que vous méritez plus. Le visage de Scott est devenu rouge. Nous sommes de la famille. Nous méritons quelque chose. La famille, a dit lentement Thomas. Quand Haley a obtenu son diplôme de lycée, y avez-vous assisté? Je crois que oui. Vous croyez? Thomas a projeté une photographie à l'écran. C'est de sa remise de diplôme. Il y a le juge Parker, au premier rang. Il y a sa grand-mère. Où êtes-vous, monsieur Morrison? J'ai dû avoir quelque chose. Vous n'êtes pas venu. Vous avez manqué sa remise de diplôme universitaire, sa remise de diplôme de la faculté de droit, chaque moment important. Et maintenant, vous voulez la moitié de la succession gagnée par l'homme qui, lui, était présent. Palmer s'est levé. Objection. Argumentatif. Objection retenue, a dit le juge Brennan. Passez à autre chose. Thomas a hoché la tête. Pas d'autres questions. Le témoin suivant de Palmer m'a surprise. Le docteur Raymond Hughes, un psychiatre qui n'avait jamais rencontré grand-père. Ils essayaient vraiment l'angle de l'incompétence. Un coup audacieux, considérant le nombre de personnes qui pouvaient témoigner du contraire. Docteur Hughes, sur la base des dossiers médicaux, pouvez-vous parler de l'état mental du juge Parker au cours de sa dernière année? Sur la base des dossiers, le juge Parker montrait des signes de dépression suite au décès de sa femme. La dépression chez les patients âgés peut entraîner une altération du jugement, en particulier en ce qui concerne les relations et les décisions financières. Donc, il aurait pu être indûment influencé? C'est possible. Les personnes âgées souffrant de dépression liée au deuil sont vulnérables à la suggestion, en particulier de la part des soignants qu'ils voient régulièrement. Thomas s'est levé pour le contre-interrogatoire. Docteur Hughes, vous n'avez jamais rencontré le juge Parker. Correct. Jamais évalué, parlé, observé de quelque manière que ce soit. Je base mon opinion sur les dossiers médicaux. Des dossiers médicaux montrant des examens de routine avec des résultats normaux pour un homme de son âge. Oui, mais la dépression. Où, dans ces dossiers, la dépression est-elle diagnostiquée? Le docteur Hughes a feuilleté des papiers. Ce n'est pas explicitement indiqué, mais étant donné les circonstances. Donc, vous avez diagnostiqué un homme que vous n'avez jamais rencontré avec une condition non présente dans ces dossiers médicaux et utilisé ce diagnostic imaginaire pour remettre en question sa compétence mentale? Je propose une opinion professionnelle. Basée sur rien, a dit Thomas. Pas d'autres questions. Palmer avait l'air décontenancé. Il a appelé une voisine qui a dit que grand-père semblait renfermé au cours de ces dernières années et une cousine éloignée qui a affirmé que grand-père avait dit une fois qu'il souhaitait que Diane vienne plus souvent. Aucun des deux témoignages n'a beaucoup aidé leur cause. Puis ce fut notre tour. Thomas a appelé le juge Andrew Mitchell, qui avait siégé à la Cour suprême avec grand-père. Juge Mitchell, vous avez travaillé avec le juge Parker pendant plus de 20 ans. Avez-vous observé un déclin de ses facultés mentales? Absolument pas, a dit fermement le juge Mitchell. William a été vif jusqu'à la fin. Nous déjeunions régulièrement, discutions de théories juridiques complexes, débattions des affaires en cours. Son esprit était aussi clair à 87 ans qu'à 60 ans. A-t-il discuté de ses plans de succession? Oui. Il m'a dit qu'il laissait tout à Haley. A dit qu'elle l'avait mérité par des années de dévouement. Il était très clair. Aucune confusion, aucune coercition. Juste un père s'assurant que la personne qui s'occupait réellement de lui était prise en charge. Thomas a appelé 3 autres témoins. Tous des amis proches. Tous ont témoigné de la vivacité d'esprit de grand-père. Tous ont confirmé qu'il avait discuté ouvertement de son testament et qu'il était complètement intentionnel. Puis Thomas a appelé l'avocate qui a rédigé le testament de grand-père. Margaret Chen avait été son avocate en matière de succession pendant 30 ans. Maître Chen, expliquez-nous la création du dernier testament du juge Parker. Il m'a contacté 2 ans avant sa mort. Il voulait tout mettre à jour. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Il était très précis. Il voulait que Haley hérite de tout. Il voulait que l'allocation mensuelle de Diane soit arrêtée. Il avait anticipé que cela pourrait être contesté, alors il a inclus une formulation affirmant sa bonne santé mentale et ses intentions claires. A-t-il semblé confus ou contraint? Pas du tout.
Il était méthodique. A apporté de la documentation pour étayer ses décisions. Ne voulait aucune ambiguïté. Quel genre de documentation? Des registres du soutien financier qu'il avait donné à Diane au fil des ans. Des calendriers montrant la fréquence des visites. Il voulait s'assurer que si cela allait au tribunal, la vérité serait claire. Palmer n'avait rien en contre-interrogatoire. Margaret Chen était inébranlable. Alors que le tribunal s'ajournait pour la journée, j'ai croisé le regard de ma mère. Elle a détourné les yeux rapidement. Bien. Elle devrait être mal à l'aise. Demain, je témoignerai. Demain, je dirai enfin tout ce que je voulais dire depuis 32 ans, sous serment, pour la postérité, avec un juge qui connaissait la vérité. Que pensez-vous qu'il se passera quand elle prendra la barre? Faites vos prédictions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Je me suis réveillé tôt, les nerfs à vif, mais pas par peur, par anticipation. Aujourd'hui, je dirai enfin ma vérité, et il devrait rester assis là et écouter. Sous serment. Pour la postérité. Avec un juge qui comprenait. Je me suis habillé avec soin. Tailleur bleu marine, bijoux simples, cheveux tirés en arrière. Professionnel, crédible. Quelqu'un qui a mérité chaque centime. Thomas m'a retrouvé au palais de justice. Vous êtes prête? Plus que prête. Souvenez-vous, dites simplement la vérité. Ne laissez pas Palmer vous déstabiliser. J'ai souri. Je poursuis des criminels pour vivre, Thomas. Je sais comment gérer un interrogatoire hostile. C'est juste, a-t-il ri. Allons-y. La salle d'audience s'est remplie rapidement. La nouvelle s'était répandue. Grand-père était bien connu. Les gens étaient curieux. Le juge Brennan a pris place. Monsieur Goldstein, appelez votre prochain témoin. Thomas s'est levé. La défense appelle Alec Morrison. Je me suis approché de la barre, j'ai levé la main droite, j'ai juré de dire la vérité. Enfin. Thomas a commencé doucement. Allez, parlez au tribunal de votre enfance. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis né quand ma mère avait 18 ans. Elle et mon père ont décidé qu'ils n'étaient pas prêts pour la parentalité. Quand j'avais 3 mois, ils m'ont amené chez mes grands-parents. Ce qui devait être temporaire est devenu permanent. Ils sont partis et sont rarement revenus. À quelle fréquence venaient-ils? Quand j'étais jeune, peut-être 3 ou 4 fois par an. En vieillissant, moins. À l'adolescence, 2 fois par an si j'avais de la chance. À Noël et parfois à mon anniversaire. Mon père, encore moins. Comment cela vous a-t-il affecté? J'ai appris très tôt que je ne pouvais pas compter sur eux. Mais j'avais mes grands-parents. Ils étaient présents à tout. Pièces de théâtre de l'école, matchs de soccer, tournois de débat. Ils m'aidaient avec mes devoirs, m'apprenaient à cuisiner, m'emmenaient dans des musées. Ils étaient mes parents de toutes les manières qui comptaient. Est-ce que Diane et Scott contribuaient financièrement? Non. Mes grands-parents payaient pour tout. Les vêtements, les fournitures scolaires, l'université, la faculté de droit, tout. Diane et Scott prenaient de l'argent à mon grand-père mais ne donnaient jamais rien. Thomas m'a fait parcourir toute mon enfance. Chaque événement manqué, chaque promesse non tenue, chaque appel sans réponse. Le Noël que Diane a passé au téléphone. Le jour de la fête des pères où Scott n'a pas répondu pendant 3 jours. J'ai gardé une voix stable, factuelle. Ne demandant pas de sympathie, juste établissant un schéma. Quand votre grand-mère est morte, que s'est-il passé? J'ai pris un semestre de congé de l'université pour être avec mon grand-père. Il était dévasté. 60 ans de mariage. Je ne pouvais pas le laisser seul. Votre mère a-t-elle aidé? Elle est venue aux funérailles, et partie immédiatement après. N'a pas aidé avec les arrangements. Ne s'est pas soucié de lui par la suite. J'ai emménagé à la maison pendant 6 mois pour m'assurer qu'il allait bien. Et après? Nous nous sommes rapprochés. J'appelais tous les jours, je venais tous les dimanches pour le dîner. Quand il a pris sa retraite, nous avons passé encore plus de temps ensemble. Il m'a guidé dans ma carrière, m'a tout appris sur le droit. Il était mon grand-père et mon meilleur ami. Ma voix s'est légèrement brisée. Je me suis raclé la gorge. Quand avez-vous appris l'existence du testament? À la lecture, 1 semaine après sa mort.
J'étais choqué. Je m'attendais à des objets personnels. Je n'avais aucune idée qu'il avait accumulé autant. Je ne savais certainement pas qu'il prévoyait de tout me laisser. Avez-vous déjà discuté du testament avec lui? Jamais. Il ne m'a jamais parlé de ses plans. Je pense qu'il voulait que je l'aime sans arrière-pensée, ce que j'ai fait. Que diriez-vous à l'accusation selon laquelle vous l'avez manipulé? J'ai regardé directement ma mère. J'ai passé 3 décennies à être présente. Je ne l'ai pas manipulé. Je l'aimais. Il y a une différence. Thomas est assis. Vint maintenant le contre-interrogatoire de Palmer. Il s'est levé lentement, avec ce regard sur le visage qu'ils ont quand ils pensent avoir trouvé un angle. Mademoiselle Morrison, vous avez témoigné que vous voyez rarement vos parents, mais n'auriez-vous pas pu tendre la main davantage, essayer plus fort? J'étais une enfant pendant la majeure partie de ce temps, ai-je répondu calmement. Les enfants n'organisent pas les visites. Les parents le font. Mais en tant qu'adulte? En tant qu'adulte, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas intéressés. Ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Ne se montraient que lorsque c'était pratique. J'ai arrêté de courir après des gens qui ne voulaient pas être attrapés. Palmer arpentait la salle. Vous vous dépeignez comme dévoué, mais n'est-il pas possible que vous ayez isolé votre grand-père de sa fille? Vous êtes-vous rendu indispensable pour qu'il vous laisse son argent? Je n'ai pas eu besoin de l'isoler. Ils se sont isolés eux-mêmes. Mon grand-père a pris ses propres décisions en se basant sur qui était réellement présent pour lui. Vous étiez ambitieuse. Vous êtes allé à la faculté de droit, êtes devenu procureur. Tout cela avec son aide, ses relations. Ne l'utilisiez-vous pas pour faire avancer votre carrière? J'ai gardé une expression neutre malgré une colère bouillonnante. Mon grand-père m'a guidé parce qu'il le voulait, parce qu'il était fier de moi, parce que me voir réussir lui donnait de la joie. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la famille. Palmer a essayé différents angles. A suggéré que j'avais monté grand-père contre Diane. A suggéré que j'avais délibérément éloigné Diane. A suggéré que j'avais convaincu grand-père de lui couper les vivres. J'ai repoussé chaque tentative avec des réponses calmes et factuelles. N'est-il pas vrai que vous avez bénéficié financièrement de votre relation avec lui, a tenté Palmer. De quelle manière? Il a payé pour votre éducation, vos frais de subsistance, tout. Oui, parce que j'étais sa petite fille et qu'il le voulait. Tout comme il a donné à ma mère plus de 800 000 $ sur plus de 20 ans. La différence? J'étais réellement présente dans sa vie. Je n'ai pas seulement pris son argent. Je lui ai donné mon temps, mon amour, ma compagnie. Que lui a-t-elle donné? Objection, a crié Palmer. Argumentatif, a dit le juge Brennan. Objection retenue. Mais le point était fait. Palmer a essayé de reprendre le contrôle. Parlons de sa dernière année. Vous lui avez rendu visite fréquemment. Certains pourraient dire trop fréquemment. Vérifiez-vous son état mental, vous assurant qu'il ne changeait pas le testament. Je lui rendais visite parce que je l'aimais et qu'il était seul. Si je m'étais soucié du testament, j'aurais posé des questions à ce sujet. Je ne l'ai jamais fait. Il a pris ses décisions sans aucune contribution de ma part. Comme c'est pratique, a ricané Palmer. Mademoiselle Morrison, n'est-il pas vrai que vous saviez exactement ce que vous hériteriez? Que vous avez passé des années à vous positionner pour ce moment? Je me suis légèrement penché en avant. Monsieur Palmer, j'ai passé des années à aimer mon grand-père. Si l'héritage était ma motivation, j'ai perdu beaucoup de temps. J'aurais pu construire ma propre fortune au lieu de dîner avec un vieil homme tous les dimanches. Mais je l'ai choisi lui parce qu'il valait plus que n'importe quelle somme d'argent, quelque chose que vos clients n'ont jamais compris. Le visage de Palmer est devenu rouge. Pas d'autres questions. Je suis descendu de la barre et suis retourné à mon siège. Thomas s'est penché. Vous avez été formidable. J'ai hoché la tête, concentré sur ma mère. Elle pleurait. De vraies larmes. Un remords sincère, ou réalisait-elle qu'elle était en train de perdre? Difficile à dire avec Diane. Le juge Brennan a regardé les deux avocats. Autre chose? Thomas s'est levé. Une dernière preuve, votre honneur. Il a projeté des images à l'écran. Des photographies de mon enfance. Grand-père à mes matchs de soccer. Grand-mère à un récital.
Moi et grand-père à des remises de diplômes. Chaque moment majeur documenté. Remarquez qui manque, a dit Thomas. Diane et Scott Morrison. Pas parce qu'ils étaient exclus. Parce qu'ils ont choisi de ne pas être là. Puis les dossiers financiers. Chaque paiement à Diane. Chaque excuse pour avoir besoin de plus d'argent. Chaque promesse de visite qu'elle a rompue. La preuve était écrasante. Le juge Brennan a tout étudié attentivement. J'en ai assez vu, a-t-il finalement dit. Nous nous ajournerons jusqu'à demain pour les plaidoiries finales et une décision. En partant, je me sentais plus légère. J'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire. La vérité était sortie. Maintenant, nous attendions juste la justice. Les plaidoiries finales étaient prévues pour 9 heures du matin. J'ai à peine dormi, non pas d'inquiétude, mais d'anticipation. C'était presque terminé. D'une manière ou d'une autre, d'ici demain, je saurais si les souhaits de grand-père seraient honorés ou si mes parents réussiraient à réécrire l'histoire. La salle d'audience était bondée quand nous sommes arrivés. Les litiges successoraux n'étaient généralement pas si intéressants. Mais ajouter un juge éminent, une petite fille procureur et des décennies de dysfonctionnement familial, et soudain tout le monde veut des places au premier rang. Le juge Brennan a pris place à l'heure exacte. Monsieur Palmer, votre plaidoirie finale. Palmer s'est levé et s'est lancé dans son appel final. Il a parlé du fait que les liens du sang sont plus forts que tout, de la façon dont Diane était la fille de grand-père et méritait d'être considérée, de la façon dont je n'étais que la petite fille, comme si l'amour et la loyauté étaient moins importants à cause des écarts générationnels. Le juge Parker était un homme souffrant d'un profond chagrin, a argumenté Palmer. Il a perdu sa femme de 60 ans. Il était vulnérable, déprimé, susceptible d'être influencé. La défendresse a profité de cette vulnérabilité. Elle l'a isolé de sa fille. Elle s'est positionnée comme sa seule soignante. Elle l'a manipulé pour lui faire croire qu'elle était la seule à s'en soucier. Ce testament n'est pas le reflet des véritables souhaits du juge Parker. C'est le reflet de la campagne calculée de Haley Morrison pour hériter de sa fortune. Il a continué ainsi pendant 20 minutes, construisant un récit qui n'avait aucun fondement dans la réalité mais qui semblait convaincant si on ne connaissait pas les faits. Quand il s'est assis, Thomas s'est levé. Il n'avait pas besoin de style dramatique. Les faits parlaient assez fort d'eux-mêmes. Votre honneur, cette affaire est en réalité très simple. Le juge Parker était un esprit juridique brillant qui a passé 40 ans à prendre des décisions mûrement réfléchies. Son testament n'était pas différent. Il a laissé sa succession à la personne qui la méritait, non pas par manipulation, mais par des décennies d'amour et de présence constant. Thomas a guidé le juge à travers les preuves méthodiquement. La documentation de la négligence de Diane. Les dossiers financiers montrant qu'elle a pris des centaines de milliers de dollars tout en ne donnant rien. Le témoignage des collègues de grand-père confirmant sa clarté mentale. Les calendriers prouvant l'absence des Morrison. Les plaignants affirment que le juge Parker a été indûment influencé, mais les preuves montrent qu'il faisait simplement des choix logiques basés sur le comportement observé. Il a donné à sa fille toutes les opportunités, toutes les chances d'être présente, tout le bénéfice du doute. Elle n'a pas été présente. Haley Morrison, elle, a été présente, chaque jour. Ce n'est pas de la manipulation. C'est du dévouement. Thomas a fait une pause, puis a pris un risque. Votre honneur, vous connaissiez le juge Parker. Vous avez été son greffier. Vous avez vu son caractère, son intégrité. Croyez-vous qu'il était le genre d'homme qui pouvait être manipulé par sa petite fille? Ou était-il le genre d'homme qui prenait des décisions basées sur des principes et l'observation? C'était risqué, d'impliquer les connaissances personnelles du juge. Mais Palmer avait ouvert cette porte quand il ne s'était pas opposé à ce que le juge Brennan entende l'affaire. L'expression du juge Brennan est restée neutre. Le tribunal prendra une brève suspension pour examiner les preuves et rendre une décision. Nous nous sommes levés à son départ. J'ai regardé mes parents. Scott avait l'air de s'ennuyer, consultant son téléphone comme s'il attendait un rendez-vous chez le dentiste. Diane avait l'air anxieuse. Ses larmes de tribunal précédentes étaient remplacées par une véritable inquiétude. Elle devait s'inquiéter. 30 minutes ont semblé durer 3 heures. Finalement, l'huissier nous a rappelés à l'intérieur. Le juge Brennan est revenu avec un dossier épais. Mon cœur battait la chamade. C'était le moment. J'ai examiné attentivement toutes les preuves et tous les témoignages, a-t-il commencé.
C'est une affaire difficile car elle implique des relations familiales, qui sont compliquées et souvent douloureuses. Cependant, mon rôle n'est pas de juger de la qualité de ces relations. Mon rôle est de déterminer si le testament du juge Parker doit être maintenu tel qu'il est écrit. Il a regardé directement mes parents. Les plaignants soutiennent que le juge Parker a été indûment influencé et mentalement incompétent. Les preuves ne soutiennent aucune de ces affirmations. Plusieurs témoins ont attesté de sa clarté mentale. Ses dossiers médicaux ne montrent aucun déclin cognitif. Son avocate a confirmé qu'il était méthodique et intentionnel dans sa planification successorale. L'affirmation d'influence indue nécessite la preuve que quelqu'un a contrôlé ou manipulé les décisions du testateur. Les preuves montrent le contraire. Le juge Parker a pris ses décisions de manière indépendante, sur la base d'années d'observation. Diane pleurait de nouveau. Scott avait l'air en colère maintenant, prêtant enfin attention. Le juge Brennan a continué, ce que les preuves montrent, c'est un schéma. Un schéma d'absence de la part des plaignants et de présence de la part de la défenderesse. Un schéma de prise financière par les plaignants et de responsabilité financière par la défenderesse. Un schéma de promesses non tenues par les plaignants et d'engagements respectés par la défenderesse. Le juge Parker n'avait pas besoin d'être manipulé pour voir ce schéma. Il l'a vécu pendant 32 ans. Ma poitrine s'est serrée. C'était ça. Le tribunal conclut que le testament du juge Parker reflète ses véritables intentions, qu'il avait la capacité testamentaire et qu'il n'y a eu aucune influence indue. Le testament est maintenu tel qu'il est écrit. La requête des plaignants est rejetée. Diane a laissé échapper un sanglot. Scott a juré à voix basse, mais le juge Brennan n'avait pas fini. De plus, j'accorde le remboursement des frais d'avocat à la défenderesse. Les plaignants ont intenté cette action sans fondement, causant des dépenses inutiles et une détresse émotionnelle. Ils supporteront les coûts de ce litige. Palmer s'est levé rapidement. Votre honneur, nous demandons respectueusement. Ma décision est maintenue, maître. Le marteau est tombé avec un bruit sec qui a résonné dans la salle d'audience silencieuse. La séance est levée. C'était fini. Juste comme ça. 32 ans de négligence ne pouvaient pas être effacés par un procès. 32 ans d'amour ne pouvaient pas être invalidés par la cupidité. Les dernières volontés de grand-père seraient honorées. Et mieux encore, mes parents devraient payer pour le privilège de perdre. Thomas m'a serré la main. Félicitations, allez. J'ai hoché la tête, incapable de parler au-delà de l'émotion qui m'étouffait. Alors que nous rassemblions nos affaires, ma mère s'est approchée, le mascara coulant sur son visage. Allez, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle pleurait, le maquillage barbouillé, paraissant plus vieille que ses 50 ans. Pendant un instant, j'ai presque ressenti quelque chose. Pas de la sympathie exactement, plutôt de la pitié. Il n'y a rien à dire, Diane. Je suis ta mère, a-t-elle dit désespérément, tendant la main vers mon bras. J'ai reculé. Tu es la femme qui m'a donné naissance. Ma mère était Helen Parker. Mon père était William Parker. Ils ont mérité ces titres en étant présents. Tu n'es que Diane, une étrangère qui a pris l'argent de mon grand-père pendant 30 ans et qui maintenant m'en doit encore plus. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ta mère. Non, ai-je dit fermement. Tu as eu toutes les chances d'être ma mère. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque dimanche pendant 32 ans. Tu as choisi de ne pas être présente. Tu n'as pas le droit de réclamer ce titre maintenant juste parce qu'il y a de l'argent en jeu. Elle a de nouveau essayé de m'atteindre. J'ai reculé davantage. Ne me contacte plus. N'appelle pas. Ne te présente pas chez moi. N'envoie pas de lettres ou de courriel. Nous avons terminé. Nous avions terminé depuis que j'avais 3 mois. Ceci ne fait que le rendre officiel. Je suis sorti de la salle d'audience avec Thomas. Derrière moi, j'ai entendu Diane sangloter. La voix en colère de Scott lui disant de se ressaisir. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libre. Libre d'espérer qu'il changerait. Libre de me demander si j'étais assez. Libre de porter le poids de leurs échecs. Grand-père m'avait fait un dernier cadeau. Il avait prouvé que je n'avais pas tort. Que l'amour compte plus que le sang.
Qu'être présent compte plus que de se montrer. Que je méritais tout ce que j'avais reçu parce que je l'avais mérité par des années de présence simple et constante. La première chose que j'ai faite après avoir quitté le palais de justice a été de visiter la tombe de grand-père. Je me suis assise sur l'herbe à côté de sa pierre tombale, à côté de celle de grand-mère. Les tulipes que j'avais plantées des mois auparavant étaient en fleurs. Nous avons gagné, ai-je dit doucement. Ils ont essayé de le prendre, ont essayé de réécrire l'histoire, mais la vérité est sortie. Tes souhaits seront honorés. Le vent a bruissé dans les arbres. J'aime à penser que c'était lui qui me reconnaissait, me faisant savoir qu'il était fier, qu'il savait que je me battrais pour lui comme il s'était toujours battu pour moi. Je suis resté là longtemps, pleurant un peu, riant un peu, les remerciant tous les deux de m'avoir sauvé quand mes parents ne pouvaient pas s'en donner la peine, promettant d'honorer leur héritage, d'utiliser l'héritage sagement, de vivre le genre de vie dont ils seraient fiers. Alors que le soleil se couchait, je me suis finalement levé pour partir, mais pas avant d'avoir planté d'autres bulbes de tulipes autour de leur pierre tombale. Un rappel que l'amour perdure, qu'il repousse chaque printemps, qu'il survit même lorsque les personnes que nous aimons sont parties. Je suis rentré chez moi ce soir-là en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Justice avait été rendue. La vérité avait prévalu, et je pouvais enfin avancer sans regarder en arrière. Ou du moins, c'est ce que je pensais, car la vie me réservait encore quelques surprises. 6 mois après le verdict, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Travail, salle de sport, parfois rencontrer des amis pour dîner, surtout exister dans l'espace que je m'étais créé. L'héritage était investi en toute sécurité, croissant tranquillement pendant que je continuais à travailler parce que le travail comptait plus que l'argent ne le pourrait jamais. Puis un samedi matin, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. À travers le Judas, j'ai vu une femme d'une 60aine d'années que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert la porte avec précaution. « Puis-je vous aider ?» Allez Morrison, a-t-elle demandé. Oui. Je suis Patricia Caldwell. J'ai été la voisine de votre grand-père pendant 30 ans. Je me souvenais vaguement d'elle. La femme qui avait trouvé grand-mère après son accident vasculaire cérébral. Bien sûr. S'il vous plaît, entrez. Elle m'a suivi à l'intérieur, serrant une grande enveloppe. J'aurais dû venir plus tôt, mais je n'étais pas sûr que ce soit ma place. Après le procès, cependant, j'ai senti que vous deviez voir ça. Elle m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines. Toutes de l'écriture de grand-père. Adressées à Diane, mais jamais envoyées. Je les ai trouvées quand j'ai aidé à nettoyer son bureau après sa mort, a expliqué Patricia. Votre grand-père m'a demandé de l'aider à trier ses papiers. Celle-ci était dans un tiroir marqué non envoyé. J'en ai lu quelques-unes. J'espère que cela ne vous dérange pas, mais je devais savoir ce que c'était avant de vous les donner. J'ai sorti la première lettre. Datée d'il y a 20 ans. Chère Diane, commençait-elle. Je t'écris ceci parce que je n'arrive pas à te le dire en face sans que la colère ne s'insinue. Ale avait son récital de danse aujourd'hui. Elle était merveilleuse. Elle n'arrêtait pas de regarder le public, te cherchant. J'ai vu son visage se décomposer quand elle a réalisé que tu n'étais pas là. Combien de fois encore devrais-je assister au chagrin de ma petite fille parce que tu ne peux pas prendre la peine de venir? J'ai lu d'autres lettres, chacune documentant un autre moment manqué, une autre promesse non tenue, une autre tentative de grand-père de comprendre pourquoi sa fille était devenue quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Certaines étaient en colère, d'autres tristes, toutes étaient déchirantes. Une lettre datée de seulement 2 ans avant sa mort s'est démarquée. Diane, je t'ai donné plus de 600 000 $ au cours des 20 dernières années. Je me disais que cela t'aidait à te stabiliser, à te construire une vie, mais je commence à réaliser que je ne fais qu'encourager ton refus de grandir. Je vais continuer les paiements mensuels parce que tu es ma fille et que je ne peux pas te couper complètement les vivres. Mais j'en ai fini avec l'argent supplémentaire. J'en ai fini de sauver Scott de ses échecs. J'en ai fini de prétendre que c'est de l'aide alors que ce n'est en réalité que prolonger votre dépendance. J'espère qu'un jour tu comprendras que le plus grand cadeau que je t'ai jamais fait n'était pas l'argent. C'était Ale. Tu me l'as donné, et elle m'a sauvé après la mort de ta mère. Elle a redonné un sens à ma vie. J'aimerais juste que tu puisses voir ce que je vois quand je la regarde. J'aimerais que tu puisses voir ce que tu manques. J'ai posé les lettres, les larmes coulant. Patricia m'a tendu un mouchoir. Je pensais que vous devriez savoir, a-t-elle dit doucement.
Il vous aimait tellement. Et il n'a jamais cessé d'espérer que Diane changerait, même s'il savait qu'elle ne le ferait pas. Pourquoi ne les a-t-il pas envoyés, ai-je demandé. Je pense qu'il avait besoin de les écrire, mais il savait qu'elle ne changerait rien. Votre mère était ce qu'elle était. Il l'a accepté, même s'il n'aimait pas ça. Après le départ de Patricia, j'ai passé des heures à lire chaque lettre. C'était la chronique de la lutte interne de grand-père entre l'amour pour sa fille et l'acceptation de ses limites. Entre vouloir aider et reconnaître quand l'aide devenait une facilitation. Les lettres ont aussi révélé autre chose. La joie que je lui apportais. La fierté qu'il ressentait pour chaque accomplissement. La gratitude qu'il éprouvait que l'échec de Diane en tant que mère lui ait donné une deuxième chance à la parentalité. Je me sens coupable parfois, lisez une lettre. Coupable d'être content qu'elle t'ait laissé avec nous. Coupable que son absence m'ait donné quelque chose de précieux. Mais je ne peux pas regretter de t'avoir dans ma vie, allez. Tu es le plus grand cadeau que je n'ai jamais demandé. J'ai appelé Thomas. J'ai trouvé des lettres. Grand-père les a écrites à Diane mais ne les a jamais envoyées. Que disent-elles? Tout ce que nous avons prouvé au tribunal, mais en plus personnel, plus brut. Thomas, il a tout documenté, pas seulement à des fins juridiques. Il l'a documenté pour y trouver un sens lui-même. Ça lui ressemble bien, a dit Thomas. Méthodique, même dans sa douleur. Devrais-je les montrer à Diane, ai-je demandé. Pourquoi le feriez-vous? Je ne sais pas. Peut-être pour qu'elle comprenne à quel point elle l'a blessé, à quel point elle a manqué. Thomas est resté silencieux un moment. Allez, elle le sait déjà. Au fond d'elle, elle le sait. Lui montrer ces lettres ne changera rien. Cela vous donnera juste l'impression que vous devez gérer sa culpabilité. Ce n'est pas votre travail. Il avait raison. La culpabilité de Diane était à elle de la porter, pas à moi de l'apaiser. J'ai gardé les lettres pour moi, je les ai ajoutées à la boîte des affaires de grand-père que j'avais gardée. C'était la preuve de son amour, de sa lutte, de son choix ultime de donner la priorité à la personne qui lui donnait la priorité. Une semaine plus tard, j'ai rencontré le juge Brennan à une conférence juridique. Allez, m'a-t-il salué chaleureusement. Comment allez-vous? Je vais bien, ai-je dit honnêtement. Vraiment bien. J'en suis ravi. Ce procès a été difficile, mais nécessaire. Votre grand-père aurait été fier de la façon dont vous vous êtes comporté. Juge Brennan, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Avez-vous déjà parlé à grand-père de Diane? De la situation? Il a hoché la tête lentement. Plusieurs fois. Il avait du mal avec ça. Il l'aimait mais n'aimait pas ce qu'elle était devenue. Il se sentait coupable de cela aussi, comme s'il avait échoué en tant que père. Il n'a pas échoué, ai-je dit fermement. Il a tout fait correctement. Elle a juste fait des choix différents. Je lui ai dit exactement la même chose, a répondu le juge Brennan, à plusieurs reprises. Mais les parents portent la culpabilité de manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. L'important est qu'il n'a jamais laissé cette culpabilité l'emporter sur son jugement. Il voyait clairement qui méritait quoi. C'est pourquoi son testament a tenu au tribunal. Il était basé sur l'observation et les faits, pas sur l'émotion. Cette conversation m'a marqué. Grand-père avait lutté plus que je ne le réalisais. Mais à la fin, il avait fait le bon choix, pas le choix facile, le bon. Ce soir-là, j'ai rédigé mon propre testament. Je n'avais que 32 ans, mais le procès m'avait appris l'importance d'une documentation claire. J'ai tout laissé à des œuvres de charité que grand-père avait soutenues, des fonds pour l'éducation, l'aide juridique, des programmes pour les enfants vulnérables. Rien à Diane ou Scott. Non par dépit, mais parce qu'ils avaient déjà pris assez. J'ai aussi écrit une lettre à ouvrir après ma mort, expliquant mon raisonnement, tout comme grand-père l'avait fait. Non pas parce que je devais une explication à qui que ce soit, mais parce que je voulais que les choses soient claires. Je voulais que les gens futurs comprennent que mes choix étaient intentionnels, basés sur des principes et l'observation, pas sur la manipulation ou l'amertume. Les mois ont continué à passer. Les saisons ont changé. La vie a avancé. Je suis devenu procureur principal dans ma division. J'ai commencé à encadrer de plus jeunes avocats. J'ai maintenu la tradition du dîner du dimanche, mais maintenant avec des amis au lieu de grand-père. Différent, mais toujours sacré. Et lentement, très lentement,
j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Pas la personne définie par des parents absents ou des grands-parents dévoués. Juste moi, Allais. Construisant une vie selon mes propres termes. 1 an après le verdict, quelque chose d'inattendu s'est produit. On m'a offert un poste de juge. À 33 ans, je serai l'une des plus jeunes personnes jamais nommées à la magistrature dans notre État. Le bureau du gouverneur m'a appelé personnellement. Votre dossier est exceptionnel, a dit le gouverneur. Votre grand-père serait fier. Il m'aurait dit que j'étais trop jeune, ai-je répondu honnêtement. Que j'avais besoin de plus d'expérience. Peut-être, mais nous pensons que vous êtes prête. Acceptez-vous? J'y ai réfléchi pendant exactement 10 secondes. Oui, j'accepte. Le processus de nomination a été intense. Vérification des antécédents, entretien, audition publique. Lors d'une audition, quelqu'un a posé une question sur le procès. Mademoiselle Morrison, vous avez été impliquée dans un litige contentieux avec vos parents au sujet de la succession de votre grand-père. Certaines personnes se demandent si cela ne démontre pas un manque de valeur familiale. Comment répondez-vous? J'ai regardé directement l'interrogateur. Je réponds que les valeurs familiales signifient valoriser les personnes qui sont présentes pour vous. Mes grands-parents ont démontré de vraies valeurs familiales en élevant un enfant qui n'était pas leur responsabilité. Ils ont assisté à chaque événement, soutenu chaque objectif, aimé inconditionnellement. Ce sont là des valeurs familiales. Mes parents biologiques ont démontré le contraire. Le procès ne portait pas sur l'argent. Il s'agissait d'honorer les volontés d'un homme qui a mérité le respect par 40 ans de service judiciaire et 32 ans de dévouement en tant que grand-père. La salle était silencieuse. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. D'autres se sont joints. La nomination a été confirmée. La juge Allais Morrison. L'héritage de grand-père continuait. Le premier jour où j'ai siégé, je portais sa robe de juge. Les greffiers l'avaient trouvée dans un entrepôt, l'avaient nettoyée et repassée pour moi. Elle était trop grande, tombait de mes épaules, mais je m'en fichais. C'était comme s'il était là avec moi. Ma première affaire était un litige de garde d'enfants. Des parents se disputant pour un enfant de 5 ans, chacun affirmant que l'autre était inapte. En écoutant les témoignages, je me suis vu dans cet enfant. Pris entre des adultes prenant des décisions basées sur l'orgueil et la colère plutôt que sur l'amour. Quand le moment de ma décision est venu, j'ai parlé directement aux 2 parents. Cet enfant n'a pas demandé à naître dans votre conflit. Cet enfant mérite des parents qui sont présents, qui placent ses besoins avant leurs propres égos, qui comprennent que l'amour se démontre par l'action, et non par la biologie. J'ordonne la garde partagée avec un conseil de coparentalité obligatoire. Et je nomme un avocat de l'enfant pour garantir que la voix de cet enfant soit entendue, car les enfants se souviennent de qui était là pour eux. Ils se souviennent de qui les a fait se sentir en sécurité. Ils se souviennent de tout. Assurez-vous que ce dont ils se souviennent, c'est de l'amour, pas de la guerre. Après l'audience, mon greffier a dit, c'était puissant, juge Morrison. C'était personnel, ai-je admis, mais vrai. La rumeur s'est répandue à propos de la nouvelle juge qui ne tolérait pas l'égoïsme parental. Mon rôle s'est rempli d'affaires de droit de la famille, de litiges successoraux, de batailles pour la garde. J'ai appliqué les mêmes principes à chaque décision. Les actions comptent, la présence compte, la constance compte. La biologie ne garantit rien. 6 mois après ma nomination, une affaire de succession est arrivée devant moi. Des enfants adultes contestaient le testament de leur père qui laissait tout à sa soignante de longue date. Les faits étaient remarquablement similaires à ma propre affaire. Les enfants invoquaient l'influence indue. La soignante affirmait l'avoir mérité par des années de soins dévoués alors que les enfants étaient absents. J'ai dû me récuser. Trop similaire à ma propre situation. Mais avant de le faire, j'ai appelé les 2 avocats dans mon bureau. Je me récuse de cette affaire en raison d'une expérience personnelle avec des faits similaires. Mais je vais vous dire à tous les 2 ceci. Assurez-vous que vos preuves montrent un schéma, pas seulement des incidents isolés. Montrez au tribunal qui était constamment présent. C'est ce qui compte. Pas la biologie, pas les attentes. La présence. L'affaire a été confiée à un autre juge qui a statué exactement comme je l'aurais fait. La soignante a gagné. Les enfants ont perdu. Les actions ont des conséquences. Au fil des ans, je me suis fait une réputation. La juge Morrison était juste mais ferme.
Elle ne tolérait pas la manipulation. Elle valorisait la vérité plutôt que la commodité. Elle protégeait les enfants et les personnes vulnérables. Elle prenait des décisions basées sur des preuves, pas sur l'émotion. 3 ans après ma nomination, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. C'était Scott. Allez, je dois te parler. À propos de quoi? À propos de Diane. Elle est malade. Problème cardiaque. Elle demande à te voir. À quel point malade? Les médecins disent des mois, peut-être un an. J'ai absorbé cette information sans émotion. Je suis désolé qu'elle ne soit pas bien. Mais je ne viendrai pas la voir. C'est ta mère. Non, ce n'est pas le cas. Nous en avons déjà parlé. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Elle a des regrets. J'en suis sûr. Le regret est facile quand on fait face aux conséquences. Dis-lui que j'espère qu'elle trouvera la paix, mais je ne ferai pas partie de ce processus. Tu es vraiment froide, a dit Scott. Je suis honnête. Il y a une différence. Au revoir, Scott. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Me suis-je senti coupable? Un peu. Mais la culpabilité ne m'oblige à rien. Elle a eu 33 ans pour construire une relation avec moi. Elle a choisi de ne pas le faire. Sa maladie n'effaçait pas cette histoire. Le travail a continué. Les affaires sont venues et sont parties. J'ai pris des décisions qui ont affecté la vie des gens. Pensant toujours à grand-père, à ses principes, à faire ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. 5 ans après avoir pris mes fonctions, la nouvelle est tombée que Diane était morte. Scott a envoyé un bref courriel. Pas de détails. Je pensais juste que tu devais savoir. Je l'ai lu une fois et l'ai supprimé. Je ne suis pas allé aux funérailles. N'ai pas envoyé de fleurs. N'ai pas contacté Scott. C'était une étrangère qui se trouvait m'avoir donné naissance. Sa mort n'a rien changé. Les gens au travail qui connaissaient mon histoire m'ont demandé si j'allais bien. Je vais bien, ai-je dit honnêtement. Elle ne faisait pas partie de ma vie. Sa mort ne change pas cela. Certains pensaient que j'étais sans cœur. D'autres comprenaient. Je m'en fichais. Je connaissais ma vérité. Je savais ce que j'avais vécu. Je savais qui était présent et qui ne l'était pas. C'était suffisant. 6 mois après la mort de Diane, j'ai été nommé à la Cour suprême de l'État. À 38 ans, je serai l'une des plus jeunes juges de l'histoire. Les audiences de confirmation ont été brutales. Chaque décision scrutée, chaque mot analysé. Et bien sûr, quelqu'un a mentionné mes parents. Juge Morrison, votre mère est décédée l'année dernière. Certains sénateurs s'inquiètent que vous n'ayez montré aucune compassion. Vous n'avez même pas assisté à ses funérailles. Comment répondez-vous? J'ai regardé directement le sénateur. Je réponds que la compassion doit se mériter. Ma mère a eu 38 ans pour construire une relation avec moi. Elle a choisi de ne pas le faire. Sa mort était triste dans le sens universel où toute mort est triste. Mais je n'ai pas pleuré une mère que je n'ai jamais eue. Ce n'est pas un manque de compassion. C'est de l'honnêteté. Mais elle vous a donné naissance. Cela ne mérite-t-il pas quelque chose? Sénateur, donner naissance est de la biologie. Être une mère est une action. Elle a fait l'un, pas l'autre. J'ai honoré les personnes qui m'ont réellement materné. Ma grand-mère m'a élevé. Elle a mérité ce titre. Diane Morrison ne l'a jamais fait. La confirmation a été approuvée. La juge Haley Morrison. Prenant le siège de grand-père à la Cour suprême. La boucle, bouclée. Ma première année à la Cour suprême a été tout ce que j'espérais. Des affaires complexes, un impact réel, la capacité de façonner la loi de manière importante. J'ai rédigé des opinions sur les droits parentaux, la maltraitance des personnes âgées, le droit des successions. Chaque affaire était éclairée par ma propre expérience, mais ancrée dans la jurisprudence et les principes. Une opinion est devenue particulièrement influente. Une affaire sur la déchéance des droits parentaux où les parents affirmaient mériter une autre chance malgré des années de négligence. J'ai écrit, les droits parentaux ne sont pas absolus. Ils doivent être mérités par une action constante, non revendiquée par la seule biologie. Un parent qui manque d'apparaître, de soutenir,
d'aimer son enfant perd le droit à ce titre. Le bien-être de l'enfant prime sur les désirs des parents. Les critiques ont dit que je laissais mon expérience personnelle obscurcir mon jugement. Les partisans ont dit que je donnais enfin la priorité aux besoins des enfants sur les sentiments des parents. J'ai dit que je ne faisais que dire la vérité. Cette opinion a changé la façon dont les tribunaux de notre État considéraient les affaires de droits parentaux. Elle a donné aux juges un cadre pour donner la priorité aux enfants sans culpabilité. 2 ans après mon entrée à la cour, j'ai reçu un colis inattendu. À l'intérieur se trouvait une petite boîte à bijoux et une note de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. J'ai trouvé ceci dans les affaires de Scott Morrison après son décès. J'ai pensé que vous pourriez le vouloir. Scott était mort. Je n'ai rien ressenti. La boîte contenait l'alliance de Diane. Un simple anneau d'or. Je l'ai fixé un long moment, puis je l'ai mise dans un tiroir et ne l'ai plus jamais regardée. 10 ans après la mort de grand-père, j'ai été invité à donner un discours à la faculté de droit. Il voulait que je parle de ma carrière, du fait d'être à la Cour suprême, des affaires sur lesquelles j'avais travaillé. J'ai accepté, mais en me préparant, j'ai réalisé que je voulais dire quelque chose de différent. Quelque chose sur la famille, sur l'amour, sur la différence entre la biologie et l'appartenance. L'auditorium était bondé d'étudiants en droit, de jeunes visages cherchant à apprendre sur la réussite. Je me suis tenu au pupitre et j'ai mis de côté mes remarques préparées. Je suis la juge Haley Morrison. Je siège à la Cour suprême de l'État sur le siège que mon grand-père a autrefois occupé. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler de qui m'a élevé. Je leur ai raconté l'histoire, la vraie, d'avoir été abandonné bébé. De grands-parents qui n'avaient pas à me choisir mais l'ont fait. D'apprendre que la famille se construit par l'action. Du testament, du procès, du jugement, de défendre les personnes qui m'ont défendu. Mon grand-père m'a tout laissé, ai-je dit, non pas parce que je l'ai manipulé, mais parce que j'ai été présente chaque jour pendant 32 ans. Et quand les gens se sont demandé si je méritais cet héritage, j'ai dû le prouver. J'ai dû montrer que l'amour et la présence comptent plus que les liens du sang. Les étudiants étaient silencieux, écoutants. Voici ce que j'ai appris. La réussite ne concerne pas seulement votre carrière. Elle concerne votre intégrité. Elle concerne le fait d'être constamment présent, surtout quand c'est difficile. Elle concerne le fait d'honorer les personnes qui investissent en vous en devenant quelqu'un digne de cet investissement. J'aurais pu prendre l'argent et partir, entrer dans le privé, gagner des millions. Mais ce n'est pas ce que mon grand-père aurait voulu. Il voulait que j'utilise tout ce qu'il m'a donné pour faire une différence. Alors, je suis resté dans le service public. Je travaille de longues heures. Je vois des cas difficiles, mais j'ai aussi la chance de tenir les gens responsables. J'ai la chance de défendre les personnes qui ont besoin de quelqu'un dans leur coin. C'est l'héritage que mon grand-père m'a laissé. Pas l'argent. Le but. Le discours a reçu une ovation debout. Après, des étudiants se sont alignés pour parler. Certains ont partagé leurs propres histoires de familles compliquées, de grands-parents qui les ont élevés, de parents qui les ont déçus. On ne fait pas la paix avec ça, leur ai-je dit honnêtement. On l'accepte. On reconnaît que certaines personnes vous décevront. Et puis on trouve les personnes qui ne le feront pas. On construit sa propre famille. On choisit les personnes qui vous choisissent en retour. 15 ans après la mort de grand-père, j'étais assise dans mon bureau quand une vieille photo est tombée d'un livre de droit. Moi, grand-père, grand-mère à mon 8e anniversaire. Couvert de glaçage, riant, complètement aimé. J'ai fixé cette photo longtemps. Ils m'ont tout donné, pas seulement des opportunités. Un exemple de ce à quoi ressemble l'amour en action. J'ai gardé cette photo sur mon bureau à partir de ce jour, un rappel d'où je venais. Pas de Diane et Scott, bien qu'ils m'aient créé biologiquement, mais de Helen et William Parker, qui m'ont créé de toutes les manières qui comptaient. Les gens me demandent encore si j'ai des regrets. Si j'aurais souhaité me réconcilier avant leur mort. La réponse est non. Parce que la réconciliation nécessite que 2 personnes veuillent combler un fossé. Ils n'ont jamais voulu ça. Ils voulaient juste avoir accès à l'argent. Réclamer un crédit qu'ils n'avaient pas mérité. Je ne regrette pas d'être resté ferme. Je ne regrette pas d'avoir honoré les souhaits de grand-père. Je ne regrette pas d'avoir choisi la présence plutôt que la biologie. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des principes. Je suis la juge Haley Morrison. Je siège à la Cour suprême de l'État.
Je prends des décisions qui affectent des milliers de vies. Je protège les enfants, les personnes vulnérables, ceux qui ont besoin que quelqu'un les défende. Et je le fais en sachant que les personnes qui m'ont vraiment élevé seraient fières. Non pas à cause du titre, mais parce que je n'ai jamais compromis qui j'étais. C'est le véritable héritage de mon grand-père. Pas l'argent, bien que cela ait apporté la sécurité. Son véritable héritage a été de m'apprendre que l'amour est un verbe. Que la famille se construit par l'action. Qu'être présent de manière constante est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir. Et qu'honorer les personnes qui ont été présentes pour vous est le plus grand cadeau que l'on puisse rendre. Alors, non, je ne regrette rien. Je regrette que mes grands-parents ne soient pas là pour voir ça. Mais je sais qu'ils savaient. Même à la fin, ils savaient exactement qui j'étais et qui je serais. Et ils se sont assurés que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour le devenir. Ce n'est pas une fin triste. C'est la justice. C'est l'amour. C'est la vérité. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà eu à définir la famille selon vos propres termes, assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Partagez vos expériences dans les commentaires car ces conversations comptent. Merci d'être ici. Et rappelez-vous, la famille ne se résume pas à ceux qui partagent votre ADN. C'est ceux qui sont présents chaque jour, toute une vie. 20 ans après la mort de grand-père, j'ai reçu un honneur que je n'attendais pas. L'État renommait le bâtiment de la Cour suprême en son honneur, le Centre de justice William Parker. On m'a demandé de parler à la cérémonie de dédicace. Je me suis tenu au pupitre en regardant son portrait, maintenant accroché dans le hall principal. Le juge William Parker était beaucoup de choses, ai-je commencé. Un esprit juridique brillant, un champion de la justice, un mentor pour d'innombrables avocats et juges. Mais pour moi, il était simplement grand-père, l'homme qui m'a sauvé quand personne d'autre ne le voulait. L'homme qui m'a appris que l'amour se démontre par l'action, non revendiqué par la biologie. J'ai raconté à la foule assemblée les dîners du dimanche, les parties d'échecs, la façon dont il me faisait me sentir comme la personne la plus importante du monde. Il aurait pu dire non quand mes parents m'ont abandonné. Il avait la cinquantaine, prévoyait sa retraite, attendait avec impatience des années plus faciles. Au lieu de cela, il a eu un bébé, puis un bambin, puis une adolescente. Il ne s'est jamais plaint. Il a juste été présent chaque jour. Les gens me demandent parfois si je suis amer à propos de mon enfance, d'avoir été abandonné. Je ne le suis pas, car être laissé avec William et Helen Parker a été le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu. Ils m'ont montré à quoi ressemble une vraie famille, ce que l'amour véritable exige, et ils m'ont préparé à me tenir ici aujourd'hui dans ce bâtiment qui porte maintenant son nom. Poursuivant son travail. La cérémonie était magnifique. Son portrait était parfait. Il capturait ce regard qu'il avait quand il était plongé dans ses pensées, considérant tous les angles avant de prendre une décision. Je suis resté devant longtemps après que tout le monde soit parti. On l'a fait, grand-père, ai-je chuchoté. Tout ce que tu espérais. Tout ce que tu croyais que je pouvais être. J'espère que je t'ai rendu fier. Ce soir-là, j'ai parcouru la boîte de ses affaires que j'avais gardées. Les lettres qu'il n'a jamais envoyées à Diane, les photos de notre vie ensemble, la note qu'il m'a laissée avec le testament. J'ai relu cette lettre, comme je le faisais chaque année à l'anniversaire de sa mort. Tu as mérité cela, disait-elle. Des mots simples, une vérité puissante. Ma carrière a continué à prospérer. J'ai rédigé plus d'opinions, pris en charge des affaires plus complexes, suis devenu connu comme l'une des juges les plus respectueuses des principes de la Cour. Mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. Jamais oublié qui a rendu cela possible. J'ai parlé dans des écoles, encadré de jeunes avocats, en particulier ceux issus de milieux difficiles, ceux qui se sentaient comme s'ils n'appartenaient pas. Vous appartenez, leur ai-je dit. Non pas à cause d'où vous venez, mais à cause de qui vous avez choisi de devenir, malgré d'où vous venez. C'est ce qui compte. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Scott après ce bref courriel sur Diane. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Je n'ai jamais cherché à le savoir. Il était sans importance dans mon histoire. Il l'avait toujours été. Mais je pensais à mes grands-parents tous les jours, surtout en prenant des décisions difficiles. Que ferait grand-père, est devenu ma boussole interne. Non pas parce que je voulais le copier, mais parce que ses principes étaient solides. L'épreuve avant l'émotion, la vérité avant la commodité, la justice avant l'opportunisme. 25 ans après la mort de grand-père,
j'ai reçu la plus haute distinction de l'État pour le service judiciaire. Lors de la cérémonie, ils ont diffusé une vidéo de son discours de retraite des décennies plus tôt. Entendre à nouveau sa voix m'a mis les larmes aux yeux. La loi, disait-il dans ce discours, n'est aussi bonne que les personnes qui l'interprètent. Choisissez l'intégrité plutôt que la popularité. Choisissez la vérité plutôt que la commodité. Choisissez le bien difficile plutôt que le mal facile. À chaque fois. J'avais bâti toute ma carrière sur ces principes. Des principes qu'il m'a enseignés non pas dans une leçon formelle, mais par l'exemple, par sa façon de vivre, par les choix qu'il a faits, par l'amour qu'il a montré. Ce soir-là, assise dans mon bureau en regardant les lumières de la ville, j'ai ressenti une profonde gratitude. Pas d'amertume sur ce que je n'avais pas eu. De la gratitude pour ce que j'avais. Diane et Scott auraient pu faire partie de cette histoire. Ils auraient pu me voir grandir, auraient pu célébrer mes réussites, auraient pu être fiers. Ils ont choisi différemment. C'était leur perte, pas la mienne. J'avais tout ce dont j'avais besoin, une carrière que j'aimais, des principes auxquels je croyais, un héritage digne d'être honoré. Et j'avais le souvenir de 2 personnes qui m'aimaient inconditionnellement, qui m'ont montré ce que signifie vraiment la famille, qui m'ont donné des racines assez fortes pour résister à n'importe quelle tempête et des ailes assez fortes pour voler. Ce n'est pas une tragédie. C'est un cadeau. Le plus grand cadeau que l'on puisse recevoir. Alors que je me préparais à quitter mon bureau ce soir-là, j'ai regardé une fois de plus la photo sur mon bureau. Moi, grand-père, grand-mère, couvert de glaçage de gâteaux d'anniversaire, riant. Ce moment capturait tout. Joie pure, amour pur, acceptation pure. Merci, ai-je chuchoté à la photo, pour tout. Pour m'avoir choisi, pour m'avoir aimé, pour avoir fait de moi ce que je suis. Et je jure que, même si ce n'était qu'une photo, je pouvais les sentir me sourire en retour. Fier de la femme que j'étais devenue. Fier que leur amour ait créé quelque chose de durable, de bon, quelque chose qui nous survivrait tous. Parce qu'un amour comme celui-là ne meurt pas. Il se transforme simplement. Il devient des principes. Il devient une force. Il devient un héritage. Voilà ce qu'est vraiment la famille. Pas les personnes qui partagent votre sang, mais les personnes dont l'amour coule dans vos veines longtemps après leur départ. Les personnes qui ont façonné votre âme. Les personnes qui vous ont montré de quoi vous êtes capable de devenir. Mes grands-parents ont fait cela pour moi. Et en les honorant, en vivant selon leurs principes, en poursuivant leur travail, je les garde en vie. C'est la véritable fin de cette histoire. Non pas que mes parents soient morts dans l'éloignement, mais que l'amour de mes grands-parents a perduré. Dans chaque décision que je prends, dans chaque personne que j'aide, dans chaque principe que je défends, ils ne sont pas partis. Ils sont ici. Dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais, pour toujours. 30 ans après la mort de grand-père, j'étais assise dans mon bureau de la Cour suprême à examiner une affaire qui me semblait étrangement familière. Des enfants adultes poursuivant la succession de leur père âgé, affirmant que sa soignante l'avait manipulé. Les faits étaient presque identiques à ma propre histoire des décennies plus tôt. J'ai appelé les 2 avocats dans mon bureau. Je vais me récuser de cette affaire, ai-je dit. Mais avant de le faire, je veux vous dire quelque chose. Il y a 32 ans, j'étais la défenderesse dans une affaire exactement comme celle-ci. Mes parents m'ont poursuivi, affirmant que j'avais manipulé mon grand-père. Le tribunal a conclu autrement. J'ai ensuite bâti une carrière en honorant son héritage. Je vous dis cela pour que vous compreniez pourquoi je prends ces affaires au sérieux. Parce que la vérité compte. Assurez-vous que vous vous battez pour la vérité, pas seulement pour le résultat que vos clients veulent. Les 2 avocats sont partis l'air pensifs. L'affaire a été confiée à un autre juge qui a statué de la même manière que le juge Brennan avait statué pour moi. La soignante a gagné. Les enfants ont perdu. Parce que les actions ont des conséquences. Les schémas comptent. La vérité prévaut. Ce soir-là, j'ai rédigé ce qui allait devenir ma dernière grande opinion avant ma retraite. Une analyse complète du droit de la famille, des droits parentaux et des affaires de succession. Je me suis appuyé sur 3 décennies d'expérience, à la fois personnelle et professionnelle. La famille, ai-je écrit, n'est pas un accident biologique. C'est un choix quotidien. C'est être présent quand on préférerait rester à la maison. C'est aimer quand ce n'est pas pratique. C'est se sacrifier quand cela vous coûte quelque chose. Le sang peut créer un lien,
mais seule l'action crée la famille. Les tribunaux doivent reconnaître cette distinction. Nous devons cesser de privilégier la biologie sur le comportement. Nous devons cesser de récompenser l'absence par un héritage. Nous devons commencer à protéger les personnes qui sont réellement présentes. L'opinion a été controversée. C'est toujours le cas quand on remet en question des croyances profondément ancrées sur la famille. Mais c'était juste. Je savais que c'était juste parce que je l'avais vécu. Cette opinion serait ma contribution durable au droit. Longtemps après ma disparition, les tribunaux la citeraient. Les juges s'y référeraient. Les gens l'utiliseraient pour protéger ceux qui méritent réellement une protection. 60 ans, 3 décennies à la magistrature, d'innombrables affaires jugées. D'innombrables vies affectées. J'ai annoncé ma retraite à l'anniversaire de la mort de grand-père. Cela semblait approprié. La boucle bouclée. Juge Morrison, que ferez-vous ensuite, ont demandé les journalistes à la conférence de presse. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis 30 ans, ai-je répondu. Absolument rien. Je vais lire des livres, voyager, peut-être écrire, profiter de la vie que mes grands-parents ont rendue possible. Des regrets, a crié quelqu'un. J'ai fait une pause, j'ai réfléchi attentivement. Non, ai-je dit finalement. J'ai vécu exactement la vie que je devais vivre. J'ai honoré les personnes qui méritaient l'honneur. Je me suis battu pour les principes qu'ils m'ont enseignés. J'ai utilisé chaque cadeau qu'ils m'ont fait. Pas seulement l'argent, mais les valeurs, la force, l'exemple. Je n'ai aucun regret. Mon dernier jour à la magistrature a été émouvant. Le personnel a organisé une fête. Les collègues ont fait des discours. Mais le moment le plus significatif est venu quand une jeune avocate s'est approchée de moi. Juge Morrison, je dois vous remercier. J'ai été élevé par ma grand-mère. Mes parents étaient toxicomanes. Quand ils sont morts, des parents éloignés ont essayé de prétendre que ma grand-mère les avait manipulés pour qu'elle hérite de tout. Votre opinion dans l'affaire Morrison nous a sauvés. Le juge a cité votre affaire. Nous avons gagné grâce à vous. Je l'ai serré dans mes bras, les larmes coulant. C'était pour ça, ai-je dit. Pour que les autres n'aient pas à se battre aussi durement que moi. Pour que la loi reconnaisse ce que la famille signifie vraiment. Ce soir-là, j'ai visité les tombes de grand-père et grand-mère pour la dernière fois avant de voyager. J'allais partir pendant des mois. Europe, Asie, des endroits qu'ils avaient toujours voulu voir mais n'ont jamais pu. Je vous emmène avec moi, ai-je dit à leur pierre tombale. Tous ces endroits dont vous parliez. J'y vais enfin, et je penserai à vous à chaque arrêt. Les tulipes autour de leur tombe étaient en fleurs. 30 ans de printemps après printemps, ces fleurs revenaient. Têtues, résilientes, tout comme l'amour. J'ai sorti la lettre que grand-père m'avait laissée avec son testament. Je l'avais lue des centaines de fois mais ne me lassais jamais des mots. Tu as mérité cela, disait-elle, en étant présente, en nous aimant, en étant toi. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai remise dans ma poche. Je la portais toujours sur moi, un rappel de ce qui comptait. En quittant le cimetière en voiture, je ne me sentais pas triste. Je me sentais reconnaissante. Reconnaissante pour 32 ans avec eux. Reconnaissante pour tout ce qu'ils m'ont appris. Reconnaissante pour la vie qu'ils ont rendue possible. Diane et Scott n'ont jamais pu voir qui j'étais devenu. Ils n'ont jamais pu célébrer mes succès. Ils n'ont jamais pu être fiers. Leur choix, leur perte. Mais je n'ai pas gaspillé d'énergie en amertume. Ils étaient des notes de bas de page dans mon histoire. La biologie qui m'a créé mais ne m'a pas élevé. Grand-père et grand-mère étaient l'histoire. Leur amour, leur sacrifice, leur exemple. C'est ce qui comptait. C'est ce qui a duré. J'ai pensé à écrire des mémoires, à raconter toute l'histoire, mais j'ai décidé de ne pas le faire. L'histoire était déjà racontée dans les archives judiciaires, dans les opinions juridiques, dans la vie des personnes que j'avais aidées, dans les précédents que j'avais établis. C'étaient des mémoires suffisants. Au lieu de cela, j'allais vivre, vraiment vivre, voyager et lire et penser et juste être. 60 ans, enfin libéré de toute responsabilité, enfin capable d'exister sans toujours avoir à prouver quelque chose, à combattre quelque chose, à protéger quelque chose. Mais voici ce que j'ai réalisé. Même à la retraite, je les emporterai avec moi. Leur voix dans ma tête, leurs principes dans mon cœur, leur amour dans mon âme. On ne prend pas sa retraite de la famille, pas de la vraie famille.
Alors voici comment se termine l'histoire. Pas avec une réconciliation ou une rédemption pour des personnes qui ne l'ont pas mérité, mais avec la paix, avec la gratitude, avec la connaissance que l'amour, le véritable amour, endure tout. Il survit à la mort. Il survit au temps. Il survit à tout. Je m'appelle Alley Morrison. J'ai été élevé par William et Helen Parker. Ils n'étaient pas mes parents biologiques. Ils étaient mes vrais parents. Ceux qui m'ont choisi. Ceux qui ont été présents. Ceux qui m'ont aimé inconditionnellement pendant 32 ans. Et puis ils m'ont tout laissé, pas seulement de l'argent, tout ce qui compte. L'intégrité, la force, le but, l'amour. C'est ça l'héritage, c'est ça la postérité, c'est ça la famille. Étage 30 ans après la mort de grand-père, 52 ans après la mort de grand-mère, ils sont toujours avec moi, me guidant toujours, m'aimant toujours. Parce que c'est ce que font les vrais parents. Ils ne partent jamais. Pas vraiment. Ils se transforment simplement en principe que vous portez, en force dont vous puisez, en amour que vous transmettez. C'est la vérité. Toute la vérité, la seule vérité qui compte. La famille, ce n'est pas qui partage votre ADN. La famille, c'est qui est présent chaque jour pendant toute une vie. Et si vous avez la chance d'avoir de telles personnes dans votre vie, vous les protégez. Vous les honorez. Vous devenez digne de leur amour. Je l'ai fait. Je suis devenu digne. Je les ai honorés. J'ai protégé leur héritage. Et maintenant, enfin, je peux reposer en sachant que j'ai bien agi envers les personnes qui ont bien agi envers moi. Ce n'est pas une fin triste. C'est la meilleure fin possible. C'est la justice. C'est l'amour. C'est la vérité. C'est tout.